Bonjour, bienvenue à toutes et à tous à cette présentation du palmarès des entreprises les plus performantes, en tout cas pour les jeunes, pour les 18-25. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui en mode hybride au sein d'un de nos studios EPOCA et puis en digital pour ceux qui nous suivent selon cette modalité. On va passer une petite heure ensemble pour bien sûr présenter ce palmarès. Quelles sont les entreprises qui sont jugées les plus efficaces ou dont la communication est jugée la plus efficace et la plus performante par cette cible des jeunes, mais on va aussi parler de ce sujet passionnant et essayer de mieux comprendre cette génération Z dont on dit beaucoup de choses, qui n'est pas forcément évidente à capter. Et donc, on va essayer de comprendre leur comportement, leurs attentes, comment ils voient les marques, comment ils voient les entreprises et quels sont les codes qu'il faut respecter afin de créer de l'adhésion, de la préférence ou du recrutement. Je suis accompagné aujourd'hui de deux personnes. Émilie Rousset, bonjour Émilie. Bonjour. Tu es patronne du planning stratégique au sein d'EPOCA. En fait, ton métier, le métier de tes équipes, c'est de décoder les tendances et puis essayer de mieux comprendre les audiences. Et tu nous apporteras des éclairages sur les attentes de cette cible-là, des tendances de communication. Puis tu nous montreras aussi des cas, des exemples assez intéressants qui illustrent des campagnes, des big ID qui permettent de convaincre cette population. Et puis Assaël Hadari, bonjour Assaël, bonjour. Tu es patron d'Occurrence, membre du groupe IFOP, et c'est toi qui as mené avec tes équipes l'étude dont est issu ce palmarès. Quelques petits mots sur Occurence peut-être rapidement. Oui, Occurence c'est un cabinet d'études, donc un institut qui a rejoint depuis peu le groupe IFOP. Donc notre métier c'est de mesurer, d'objectiver, de définir des KPI et puis ensuite de conduire les protocoles d'études, quantique, Ali, social listening. Et on travaille particulièrement sur cette notion d'efficacité, d'efficience, de performance de la communication. Super. Alors, garde la parole. Cette étude, quelques mots sur ses contours et sur la méthodologie qui a été employée. Donc une étude qui est vraiment millésimée 2024, qui a été réalisée en toute fin d'année 2023 sur objectivement un échantillon gigantesque, c'est-à-dire qu'on a l'habitude de faire des études d'opinion sur 1000, un échantillon représentatif de 1000 Français. Là, sur les 18-25 ans, nous avons 15 000 répondants. Donc hyper représentatif. Oui, c'est vraiment, là, la marge d'erreur est infini-décimale, enfin, c'est vraiment, et ça nous permet surtout de faire des tris assez fins, c'est ce qu'on appelle dans le jargon des tris croisés, et on peut, en fait, c'est un peu comme si on avait une photo tellement pixelisée, tellement bien propre qu'on peut focus, on peut zoomer sur pas mal d'aspects en étant toujours très fiable statistiquement. Et donc, vous êtes allé interroger des jeunes diplômés de grandes écoles d'ingénieurs, de grandes écoles de management et de l'université. Donc, au final, on a à peu près 3 tiers dans ces 15 000. Et puis, je crois qu'on a aussi des bacs et des bacs plus 2. Ah oui, c'est ça, pour bac plus 2. Voilà, on n'a pas en dessous de bac, mais on a du diplômé dans l'enseignement supérieur. Donc, une vision très solide et assez représentative de cette population-là. Et puis, vous êtes allé interroger 266 entreprises. Oui, c'est-à-dire qu'on les a interrogées sur les entreprises. Donc c'est pour ça que je disais qu'on pouvait, quand on interroge un aussi large échantillon, forcément, on peut commencer à sous-segmenter, sous-segmenter, en étant toujours assez confiant sur les marges statistiques. Et donc, on a pu interroger de mémoire, on les a interrogés sur 266 entreprises, plus de 20 secteurs, et donc on peut descendre très fin. Et donc on peut fournir en fait à chaque entreprise une sorte de cas sur elle, une monographie, si j'ose dire, de sa situation. Sa situation comparée en plus assez similaire. Et donc souvent d'ailleurs des entreprises nous demandent des concurrents, mais parfois ils ont un benchmark qui n'est pas dans leur secteur et qui est souvent dans nos 266 et ça donne aussi un élément assez intéressant dans les livrables qu'on peut fournir en plus. Et évidemment, les gagnants de ce palmarès font partie de ces 266 entreprises. Je crois qu'il y a en fait 27 ou 28 secteurs qui sont mesurés. Donc quand même, on est sur une base à la fois de répondants et d'entreprises qui sont mesurées, sur lesquelles on interroge les jeunes, qui est effectivement assez large. Donc voilà pour les éléments de l'étude. On va échanger autour de 3 parties. D'abord, on va t'écouter, Émilie, et essayer de comprendre tous les paradoxes de cette génération Z. Ensuite, tu nous parleras des résultats de l'étude. C'est quoi les tendances principales? On va parler notamment de transparence, qui va être un mot-clé qui va revenir, de plein de façons. Et puis ensuite, tu nous montreras des cas intéressants. Et puis ensuite, enfin, on délivrera le palmarès à la fois général, et puis on a fait un focus sur le palmarès B2C et sur le palmarès B2B. Eh bien, c'est parti. Merci Alain.
Bonjour à tous. Alors effectivement, moi je vais essayer de vous dresser un petit peu le paysage, le panorama du jeune. Je commence par une petite boutade, mais qui n'en est pas une. Alors je sais pas, on va pas la passer parce qu'on n'a pas le temps, il faut qu'on arrive au palmarès. Mais je sais pas combien d'entre vous reconnaissent cette image qui est issue d'un film qui est superbe, qui est un peu une masterpiece de la publicité. Si vous la reconnaissez, malheureusement, vous n'êtes pas dans la cible, puisqu'il s'agit d'une pub qui est passée il y a une vingtaine d'années, La Poste, Bagou, et qui s'appelle Le Jeune. Alors c'est une boutade, je le disais, mais ça l'est pas tant parce que justement, et je commencerai mon propos là-dessus, il n'y a pas un jeune. Donc, alors évidemment, on a, tu le disais, 1 heure à passer ensemble. Donc, on va forcément à un moment donné faire des raccourcis. Mais il faut bien sûr retenir cette idée, c'est qu'il n'y a pas un jeune, il y a une multitude de jeunes, évidemment. Et puis surtout, bien sûr, on force le trait sur une génération, la génération Z. On les appelle aussi les Zoomers, comparativement aux Boomers. Mais en réalité, il y a des aspérités sociétales qu'on va retrouver dans toutes les générations, évidemment, et qui sont propres aussi au contexte dans lequel on est. Donc voilà, petit préambule, petit disclaimer. Maintenant que j'ai dit ça, je vais pouvoir rentrer dans la caricature. Non, on va essayer de ne pas le faire. Mais on a intitulé, en fait, ce point de vue, principe de réalité. Et vous voyez qu'il y a une réalité au pluriel et en majuscule comme le Z de Gen Z, parce qu'en fait, c'est ça qui est intéressant dans cette génération, et c'est peut-être l'idée à retenir, c'est ce rapport au vrai. Ce rapport à la vérité. Et ces rapports, ils sont multiples, comme je le disais précédemment. Et c'est ça qu'on va essayer de balayer ensemble au regard de 5 paradoxes. Tu parlais de ce mot paradoxe. C'est bien là-dedans qu'on est avec cette génération. Alors, cette génération, en gros, hein, c'est ceux qui ont à peu près une vingtaine d'années aujourd'hui. C'est en pile poil dans ton échantillon, on va dire. Hein, on est dans les 18-24, on est dedans. Et en effet, cette génération, elle est porteuse d'un certain nombre de paradoxes. Le premier, est peut-être le plus connu évidemment, mais on ne peut pas s'en passer, c'est cette notion d'engagement. Alors là, on va parler plutôt de l'engagement au global, et donc engagé pour la cause environnementale en premier lieu, mais aussi en fait tous les enjeux RSE, donc aussi les enjeux sociétaux évidemment. Qui vient un petit peu se bagarrer avec cette idée d'hédoniste mais contraint. Alors là encore, dans le paradoxe, il y a un paradoxe, c'est un peu une forme de vortex. Mais en fait, il est clair que cette génération, elle est engagée, mais elle est bourrée de contradictions. Vous le voyez, alors il y a plusieurs, il y a une foultitude de data là-dessus, mais ce qu'il faut retenir, c'est que on a cette idée d'éco-anxiété qui est très présente chez les Gen Z. Vous voyez ce chiffre, c'est une étude assez récente, hein, près d'1 sur 2 dit souffrir d'éco-anxiété. C'est du déclaratif, mais ça révèle quand même un certain nombre de choses. Par ailleurs, on reviendra sur cette notion d'anxiété qui est assez symptomatique aussi de cette génération, malheureusement. Et on a plus d'un tiers des jeunes qui se sont engagés dans des actions de tout type, mais en faveur de l'environnement, et qui disent d'ailleurs à 80% qu'ils accordent une grande importance à la cause environnementale, et que donc il y a un vrai sujet pour eux, évidemment, vous l'avez vu, hein, on appelle aussi cette génération la génération Greta. C'est pas anodin. There is no planet B. On a vu aussi tous ces jeunes qui ont pu défiler à travers le monde pour soutenir la cause environnementale. C'est une réalité. Et vous le voyez aussi en tendance, on a une montée en flèche, et ça c'est important pour nous aussi, évidemment, communicants et qui évoluons autour de la stratégie et des business models. Évidemment, cette évolution et cette accélération sur le reconditionné, la seconde main, l'occasion, vous voyez 2 tiers des Gen Z ont acheté des produits reconditionnés ou de seconde main en 2022, donc ça n'est pas un épiphénomène, c'est énorme. Ayant dit ça, en réalité, et c'est un peu aussi le paradoxe qui est souligné là, c'est que la majorité prend conscience, mais ils sont peu actifs en fait. Qu'est-ce qu'ils font réellement? Et pire, ils sont pris dans leurs contradictions. Et vous voyez aussi, en fait, la génération Z, ok, c'est la Gen Greta, mais c'est aussi la génération fast fashion. On va pas citer de nom, il y a plein d'acteurs, mais vous voyez toutes ces vidéos, forcément, qui sont des déballages de produits qui se déversent sur TikTok. Donc c'est réel, hein. Il y a parmi les jeunes de gros consommateurs de cette fast fashion, par exemple, mais c'est aussi vrai dans d'autres secteurs, puisque
finalement, et c'est pour ça qu'on parlait d'hédonisme, c'est que finalement, l'environnement c'est important, mais quand il s'agit de planifier mes vacances, je vais aller au moins cher et probablement au plus rapide. Et je vais par exemple, comme propose EasyJet, partir plutôt 2 fois qu'une, ce qui est quand même aujourd'hui, on va dire, peut-être de plus en plus inaudible. Mais la réalité, c'est ça. Alors oui, on peut en discuter, ça serait l'objet d'un autre débat, mais la réalité, c'est ça, c'est qu'il y a une prise de conscience, mais où sont les actes? Et quand je disais, il faut toujours garder un esprit critique, c'est que bien sûr que ça n'est pas propre uniquement aux jeunes, à la Gen Z. C'est également des contradictions qu'on va retrouver aussi dans nos générations, et y compris les générations de décisionnaires aujourd'hui. On peut évidemment se poser la question aujourd'hui de la prise d'action politique en faveur de l'environnement. Et puis, on a aussi cette campagne finalement qui résume très bien le propos, c'est Uber Green. Alors c'est une campagne qui date un petit peu, mais qui disait finalement choisissez Uber Green parce que c'est moins cher, et en fait c'est la vraie raison. C'est pas juste pour dire voilà je me préoccupe de l'environnement, c'est parce que avant tout c'est moins cher, donc la cause du pouvoir d'achat. Et on voit à quel point cette année et surtout l'année 2023 qui a été marquée par cette montée en flèche de l'inflation et qui a vraiment, vous le voyez, périclité et fragilisé les jeunes avec une insécurité alimentaire croissante. C'est vraiment cette montée de l'inflation et cette baisse du pouvoir d'achat qui vient accélérer aussi de ce point de vue-là la priorisation sur le prix. Donc en effet, je n'ai pas un budget limité, donc je vais m'orienter vers une solution moins chère. Et vous voyez la belle énergie, donc un autre secteur, mais qui se propose aussi ce genre de message en ce moment même. C'est une campagne très récente et qui dit voilà, on aimerait bien que ce soit pour la bonne cause, mais si c'est pour votre pouvoir d'achat, pourquoi pas finalement. Et c'est un bon argument aussi. Donc voilà le premier paradoxe dans lequel on se trouve, engagé mais hédoniste contraint en même temps. Le second paradoxe que nous avons identifié, c'est celui-ci. C'est évidemment la Gen Z, c'est celle qui a toujours connu Internet, qui est née avec un smartphone dans la main, quasiment on peut le dire. D'ailleurs, on voit les débats très récents sur l'usage des écrans, et donc on est en plein dedans évidemment. Et finalement, ce paradoxe qui se construit sur cette notion de, alors si vous comprenez pas cet acronyme, pas grave, il va y en avoir plein d'autres, donc c'est tant mieux. Ça veut dire que vous avez compris le film Bagou, donc c'est une bonne chose. Mais JOMO, Joy of Missing Out, on va voir aussi cette idée du Relief of Missing Out, qui est vraiment finalement très prégnante aussi dans cette génération et qui forme ce paradoxe. Donc je le disais. Alors qu'avant c'était le Fear of Missing Out, et on change de la première lettre. Exact, mais tu vas voir, il y en a encore un que j'ai pour toi, Alain, que je garde chaud, c'est le FOBO. Donc on va y venir. Mais c'est pour ça que je disais, on est accro aussi aux acronymes, et voilà, et pourquoi pas. Donc je le disais, une consommation considérable des écrans, 45% des jeunes, c'est entre 3 heures et 5 heures par jour, et ça ne fait que croître d'année en année. Donc il y a une préoccupation, et on voit à quel point, d'ailleurs c'est une préoccupation aujourd'hui qui est portée par le gouvernement, donc il y a une vraie prise de conscience de ça. Mais à côté de ça, et ça on le sait, c'est bien connu, et par ailleurs, à nouveau, ça n'est pas juste les Gen Z, puisque on voit bien à quel point aussi, par mimétisme, finalement, même les très jeunes enfants reproduisent des comportements de leurs parents, donc ça touche vraiment toutes les générations. Mais on voit en parallèle un mouvement, alors c'est des signaux plus ou moins faibles, mais hyper intéressants, qui dit que finalement, j'ai bien envie aussi, je suis tentée par cette déconnexion qui est un petit peu fantasmée, et elle est justement cristallisée en ce terme de JOMO, comme tu le disais, en rebond avec le Fear of Missing Out, où on doit être tout le temps dans le coup, et là en fait on est en retrait, et le retrait aussi s'effectue sur finalement un attrait pour des activités déconnectées, et vous le voyez là, il y a un exemple, 2 jours à vivre, et donc qui dit finalement l'aventure bien de chez nous, sans filtre et sans 4G, et ça fait du bien, et un retour aussi aux activités nature, et peut-être des activités un petit peu, on va dire, rétro-vintage, comme la pêche, etc. Mais vraiment pour se dire, finalement, j'ai aussi envie de déconnecter. Et vous le voyez, alors c'est peut-être anecdotique, mais ça l'est pas tant, parce qu'on sait à quel point le device est important dans ces tendances-là. Mais le retour des téléphones à clapet, comme un pied de nez justement à l'hyperconnexion, l'hypertechnologie. Et ce chiffre qui est quand même important et qui est plutôt croissant, finalement, je supprime mes réseaux sociaux, je pars des réseaux sociaux, et d'ailleurs qui sont scénarisés. Donc c'est un phénomène aussi très intéressant. Et j'en parlais, Alain, je te taquinais là-dessus, mais le FOBO, un autre acronyme qui veut dire Fear of Being Obsolete. Et donc là, c'est l'idée d'être
un peu cancel par l'intelligence artificielle. Et là, c'est hyper intéressant parce qu'on se dit, les Gen Z, c'est ceux qui vont être le plus à l'aise comme des poissons dans l'eau, on va dire, avec l'accélération des outils d'intelligence artificielle générative. Et en réalité, il y a de plus en plus de contenu autour de, finalement, est-ce qu'on va être, on va être remplacé totalement? Est-ce que je vais perdre mon job à cause de l'AI? Donc, on a cette AI anxiety qui est particulièrement ressentie aussi par les Gen Z. Et ça, c'est un peu contre-intuitif et donc c'est intéressant aussi d'aller regarder dans les prochains mois, je devrais dire dans les prochaines semaines, mais comment en fait cette tendance donc les vieux comme moi ne sont pas les seuls à avoir peur ou Écoute, c'est voilà, d'avoir des inquiétudes sur ce qui est en train de se passer. Mon propos convergeait vers cette conclusion, super. Alain, tu n'as pas à te faire de soucis là-dessus, on est tous concernés. Voilà. Okay. Le troisième paradoxe, il est autour de cette notion finalement de vérité, ou en tout cas, quel est mon monde? Dans quel monde je vis? Et ça, c'est une question hyper intéressante. Je pense que Assaël, tu reviendras sur ce point, bien sûr, un peu différemment et de façon très chiffrée. Mais moi, je vais le raconter un petit peu autrement. En fait, c'est cette idée que, en effet, puisque je suis née avec un portable, un smartphone accroché à ma main et connecté, si Assaël, tu me parles de quelque chose, eh bien, je vais tout de suite vérifier. Et donc, je vais être dans une forme de critique permanente qui est plutôt saine, mais on verra, à condition que cette critique, elle s'exerce au bon endroit. Et on va y revenir, je fais un petit peu de teasing. Mais le fact-checking, c'est cette idée que, voilà, j'ai ce réflexe qui, pour le coup, n'est pas du tout propre forcément aux autres générations, d'aller vérifier systématiquement les propos, d'aller en tout cas rechercher de l'information. Mais à côté de ça, et donc ce qui fait de moi quelqu'un d'a priori très rationnel, très ancré, puisque je vais fact-checker. Mais à côté de ça, je vais aussi peut-être m'évader dans des mondes de fiction. Évidemment, en premier lieu, ce monde virtuel. Donc, on voit à quel point ça, c'est à la fois la porte d'entrée vers le rationnel, mais aussi vers un monde complètement fictionnel. Voilà. Et complètement, je le dis, mais il y a des moments, des points d'embranchement entre la vérité, le monde réel et le monde virtuel. Et aussi à quel point finalement, cette génération est portée par la créativité et par la production de nouvelles formes de contenu. Et donc, c'est là où il y a un vrai attrait sur l'idée de la fiction qui va plutôt nous planter le décor d'un attrait de l'émotionnel, et on verra sur l'importance aussi dans les communications de l'inspiration, et le fait d'inspirer. Et c'est pour ça, Assaël, je pense qu'on y reviendra tout à l'heure ensemble. Alors, c'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'on voit que finalement, aujourd'hui, mon smartphone, Internet, c'est principalement pour m'informer, pour prendre de l'info, pour aller fact-checker, pour aller vérifier. Et vous le voyez, ça se fait principalement sur les réseaux sociaux. Alors là, il y a une vraie question, c'est-à-dire que maintenant, les Gen Z, TikTok, c'est le is the new Google. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en termes de... et on le voit à l'heure des deepfakes, et on le voit à quel point, finalement, la désinformation est un sujet, surtout cette année, qui est une année riche en moments électoraux. Et donc, on se dit à quel point cette désinformation, elle touche alors toutes les générations aussi, les seniors aussi, il ne faut pas les oublier, mais aussi fortement les Gen Z. Et vous le voyez, près de 70% des jeunes entre 18 et 24 ans adhèrent aux fake news. Et donc, voilà, et alors ça veut dire deux choses. Ça veut dire, c'est pas forcément justement que je manque de critique, donc c'est là où on est dans plein paradoxe, mais c'est que finalement, je vais exercer mon esprit critique, peut-être pas au bon endroit, ou en tout cas, je vais adhérer à des vérités alternatives. Et donc, on a une montée du complotisme également dans ces générations, ce qui est à la fois inquiétant mais intéressant d'un point de vue sociologique. Peut-être, Assaël, tu veux en dire un mot? Oui, c'est une étude de oui, ma maison mère. C'est maison. Voilà. Pour la fondation, d'ailleurs, lisez ce que raconte la fondation Jean Jaurès. Il y a beaucoup de productions aussi sur les sujets de ce jour. Et en effet, cette étude, elle fait un peu peur. Alors, elle est très très en dessous de la situation aux États-Unis, mais elle est un peu anxiogène. C'est-à-dire que vous allez voir, et je pense que ça peut être un sujet même d'entreprise, puisque derrière des fake news, il y a souvent des sujets qui peuvent avoir des impacts sur l'entreprise, les chemtrails, c'est-à-dire si vous êtes dans le monde de l'aéronautique ou du spatial, etc., les chemtrails, c'est votre sujet. Les fake news sur la partie industrie pharma, etc., etc. Il y a même des platistes. Voilà, il y a des 18-24 ans qui sont platistes. Et c'est là où le sujet c'est très simple quand même de fact-checker le fait que la Terre n'est pas plate mais ronde. Et pourtant, quand on fact-check, c'est ça le sujet, c'est où tu fact-checkes. Exactement. Et si tu fact-check sur TikTok, en effet, donc il y a un sujet de rapport
rapport aux sources, de rapport oui. à... Voilà. Cheat in, cheat out, comme on dit. Complètement. Donc en fait, voilà, celle-ci, elle fait un peu peur, pour être franc. Mais il faut se coltiner. Et peut-être se dire, quand je suis l'entreprise, c'est quoi mon rôle là-dedans. Complètement. Et peut-être autre chose qui fait un peu peur, c'est justement, je disais, le mélange des genres et parfois la réalité, la fiction rejoint la réalité rejoint la fiction. Alors c'est du fait divers, mais en fait c'est quand même assez inquiétant aussi. Avec ces phénomènes d'harcèlement, de viol dans les mondes virtuels. Donc que ce soit le gaming, on sait, génération Z, 90% sont gamers, hein, donc ça il faut s'y faire. C'est peut-être pas ton cas, Alain, mais voilà, les Gen Z sont des gamers et donc ils sont dans ces mondes, alors pas forcément métaverse, mais en tout cas des mondes virtuels. Et d'ailleurs, il y a un business florissant sur cette place-là, mais on a aussi des phénomènes du coup où on se pose des questions éthiques, comme par exemple cette histoire de viol virtuel. Et puis je le disais en positif, plutôt vers à moitié plein, la fiction c'est quand même aussi des opportunités créatives et on le verra à quel point, je le disais, mais c'est un critère dans les communications, dans l'appréciation des communications, et on voit finalement TikTok qui devient le nouvel Eldorado des jeunes créateurs de fiction, avec ses idées aussi de story time, et en fait parfois, c'est là où la réalité va aussi directement rencontrer la fiction, c'est que il va y avoir des producteurs de contenu qui vont finalement être repérés par des plateformes comme Netflix et devenir des séries. Donc c'est hyper intéressant comme phénomène. Et puis pour se rassurer quand même, parce que je sens une certaine inquiétude autour de la table, 86% des Gen Z qui considèrent quand même encore que la réalité virtuelle ne remplacera jamais l'IRL, l'expérience in real life. Donc ça, on est rassuré là-dessus. Ce qui est peut-être aussi intéressant sur les impacts sur la communication des marques et les exigences sur la communication des marques, c'est qu'il faut finalement à la fois être dans des registres rationnels et émotionnels et que les deux se mélangent un peu tout le temps et qu'il faut des preuves, de la raison, parce qu'effectivement vérifier, mais en même temps il faut les embarquer, leur raconter des histoires, donc les complexités de ces doubles registres. Exactement, on va voir ça après, donc c'est exactement l'idée. Le quatrième paradoxe, il y en a 5, hein, donc on arrive au bout, je vous rassure. Le premier, il se constitue autour de cette idée d'imperfection, de sincérité, d'authenticité. Là, on le regardait en paradoxe 3 sur plutôt le regard de la vérité, la quête de la vérité, où est la vérité, où sont les vérités. Là, c'est plutôt sur l'idée que oui, je peux me montrer en fait authentiquement imparfait, alors authentiquement point d'interrogation, puisque c'est tout l'objet du paradoxe. Est-ce que finalement la Gen Z n'est pas prise dans une forme d'ego trip ? Et donc en fait toujours en représentation, et donc ça c'est particulièrement intéressant. Donc bien sûr quand on dit authentiquement imparfait, on sait que la Gen Z c'est une des générations les plus sensibles à tout ce qui est inclusivité, diversité, représentation, et donc aujourd'hui il y a peu d'espace normalement pour les discriminations, quoique on voit aussi des signaux d'alerte, notamment sur du sexisme, etc. Mais il y a quand même cette idée que finalement je veux montrer toute la diversité, et aussi en parallèle on a finalement ces jeunes qui se mettent perpétuellement en scène, et là en fait on avait envie de vous parler de BeReal, et qui est beaucoup sous les projecteurs en ce moment. Alors BeReal c'est le nouveau réseau social qui cartonne. Si vous ne l'avez pas installé, c'est le moment pour ne plus comprendre la pub bagou peut-être, j'y reviens. Mais en tout cas aujourd'hui 29% des Gen Z ont téléchargé BeReal. Juste pour vous donner une idée, l'an dernier c'était 5%. Donc vous voyez, en termes de croissance, c'est assez, c'est à regarder en tout cas. Et en fait, BeReal va cristalliser exactement ce paradoxe, cette contradiction-là, puisqu'en fait, c'est la promesse d'un réseau social authentique, et pourtant, finalement, BeReal s'est vu obligé de mettre des fonctionnalités qui permettent de briser cette promesse d'authenticité. Donc juste le contrat de BeReal, c'est qu'en gros, tu reçois une notification, et dans les 2 minutes, tu dois prendre une photo, quoi que tu fasses, etc. Et c'est une photo à la fois selfie et de ton entourage. Donc là, par exemple, hop, je te prends en photo. Et j'ai pas le temps de me préparer normalement. Sauf que BeReal a commencé à voir qu'en usage, ça ne marchait pas forcément, parce que les gens avaient envie de s'apprêter, n'est-ce pas ? Et donc, a proposé des fonctionnalités qui permettent de différer. Et donc là, c'est là où le bas blesse, entre guillemets. Et donc, on est en pleine contradiction là-dessus, et aussi avec l'arrivée des marques dans quelques semaines, dans quelques mois, sur BeReal. Et donc, qui dit marque, dit quand même très coiffé, décoiffé. Et donc, est-ce qu'on est toujours dans un propos sur l'authenticité ? On pourra se poser la question, il serait intéressant de regarder ces évolutions-là. Et le dernier paradoxe qui est peut-être le plus important pour nous aujourd'hui, et c'est un petit peu les 4 premiers convergeaient vers ce constat-là, c'est une génération qui a priori est, on va dire, justement pas anti-marketing, mais post-marketing, peut-être anti-pub, en tout cas pub à la papa,
à la bagou, mais en même temps qui démontre encore un fort attachement aux marques. Et donc là, on va voir que finalement, l'idée, c'est plutôt de changer de prisme. On le voit, hein, ces chiffres, c'est que finalement, il y a un rejet de la publicité traditionnelle. Tel qu'on l'entend traditionnellement. Donc, vous voyez, 8 jeunes sur 10 déclarent préférer des publicités qui montrent de vraies personnes dans leur quotidien. Donc, on revient sur cette idée d'authenticité. Mais en gros, me raconte pas de crack, me raconte pas de salade. Voilà, en plus, je fact-check en permanence. Je suis hyper réceptive, donc c'est pas la peine. Et vous voyez ce chiffre, 72% des jeunes qui changent de marque à chaque achat. Donc, en plus, il y a un panorama de volatilité. Donc, pas simple pour nous, communicants, d'aller capter, évidemment, ces Gen Z. Mais en tout cas, si jamais tu as une petite défaillance, je suis prêt à te lâcher, ça c'est sûr. Et en même temps, vous le voyez, ce chiffre assez intéressant, on peut s'arrêter dessus, même si pareil, ça peut sembler anecdotique, mais ça l'est pas tant. 36% des Zoomers, donc les Gen Z, acceptent le suivi publicitaire et 12% c'est Boomers. Donc là, il y a un vrai truc, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un contrat de qualité. C'est-à-dire que, tu sais quoi, moi je veux bien que tu me fasses de la pub, mais de la pub nouveau genre, et en plus qu'il soit adapté et pertinent par rapport à moi. Et donc c'est ce que ce chiffre dit quand même entre les lignes. Et puis 66% estiment que les publications des influenceurs ont un certain impact sur leur décision d'achat. Donc on le voit, en fait, c'est pas tant que la com, la pub est morte, c'est qu'on est dans des nouveaux formats et un nouveau paradigme et des nouvelles attentes. Et donc c'est le mot de la fin, puisque en fait les Gen Z, pour clôturer ce tableau, c'est avant tout des gens exigeant. Et c'est une bonne chose pour nous aussi, hein, c'est une bonne chose pour nous dans nos métiers. Vous le voyez, aujourd'hui, il y a des attentes hyper fortes, donc il n'y a pas du tout un rejet. Plus de 7 jeunes sur 10 considèrent que les marques ont un rôle à jouer dans la société, c'est énorme. Et vous le voyez, hein, il y a eu pas mal de littérature, je vais dire, à ce sujet, mais maintenant, la marque porte finalement des prérogatives qui appartenaient avant à l'État. Et d'ailleurs, il y a une confiance démesurée aujourd'hui dans les entreprises et dans les marques. Et donc, c'est une opportunité, mais à condition d'être au niveau. Parce que je le disais, c'est de l'exigence. 70% des jeunes vérifient systématiquement ce que disent les marques. Donc voilà, hop, encore une fois, je regarde. Et si elles ne sont pas sincères, finalement, les jeunes vont les lâcher. Et 65% des jeunes cessent d'acheter, une marque dès qu'elle ne respecte pas les valeurs qu'elle affiche. Donc là, il y a une vraie nécessité, et je terminerai par ça, de cohérence. Et c'est ce qui est souligné aussi par nos amis de la Fondation Jean Jaurès. Mais un tiers des jeunes disent que ce qui manque le plus à l'entreprise aujourd'hui est l'alignement entre les valeurs prônées et le quotidien. Ce qui est important, c'est l'évolution, plus 5 points sur un an. Et donc là, chez Epoquin, on aime bien parler de marque totale. C'est-à-dire cette nécessité d'être cohérent sur toute la ligne. Et aujourd'hui, c'est vrai depuis un certain temps, mais aujourd'hui, c'est encore plus vrai, on va dire, avec les Gen Z. Peut-être, petite réaction par rapport à ça, marque totale, marque aussi permanente d'une certaine manière. Je crois que la notion de loyauté, de loyauté, de fidélité de cette génération-là, elle est compliquée. À la fois fidélité aux marques et fidélité aux entreprises. Hein. La notion même de loyauté à l'entreprise, je pense qu'elle est un peu battue en brèche aujourd'hui. On en a d'ailleurs qui vont être prévus là-dessus. Mais la loyauté aux marques, ils ont une telle exigence qu'ils peuvent devenir des switchers. Moi aussi, je suis capable des slashers. Assez finalement basculer vers autre chose. Et donc ça crée des obligations de cohérence, marque totale, mais ça crée aussi des obligations de continuellement intéresser et réintéresser. Et puis sur le sujet du rapport à la pub, puisque c'est une discussion de génération, ma génération à moi, qui n'est pas c'est pas la génération Z, évidemment, et tu l'as pointé, on dit depuis longtemps que la pub, ça marche plus, que les jeunes à l'époque ne sont pas intéressés, et on se dit aussi, même quels que soient les formats, quand on est intéressant, rationnel, émotionnel, quand on est créatif, quand on surprend, quand on crée une émotion, quand il y a quelque chose qui se passe, qui sort des normes, et ben ça marche. Ah ouais. Et on verra plus tard des exemples qui disent que c'est toujours possible, c'est moins facile, mais c'est toujours possible. Alors, pour compléter ces éléments-là, merci beaucoup Émilie, cette étude, qu'est-ce qu'elle nous dit, Sahel, sur les attentes en termes de communication? Comment ils voient Qu'est-ce qui est important pour eux pour qu'une communication soit efficace et pertinente? Voilà, donc là on est vraiment sur le point de vue des jeunes qui ont un regard sur la communication des entreprises à leur égard, enfin de manière générale. Donc premier point, le sujet de la transparence. Donc on a testé un certain nombre de critères. Donc là ce que je vais vous donner c'est quand même la recette de la potion magique. Hein. Donc attention. Donc voilà le cocktail. Sujet de la transparence avec un vrai. Là on peut se poser aussi 2 secondes sur le mot transparence qu'on a choisi de tester et on a bien fait de choisir ce mot-là puisqu'il arrive très très haut. Même si du côté entreprise on sait bien que c'est un mot compliqué transparence parce que étymologiquement
ça veut dire au-delà du paraître, et l'entreprise, elle est elle-même prise dans un système d'injonction juridique, d'initiés, etc. Enfin, on ne peut pas toujours être transparent. Donc, souvent, l'entreprise, elle fait plutôt le choix de transformer ce mot, transparence, en sincérité, authenticité, des mots qu'on a déjà donnés. Je pense que ça peut faire l'affaire, mais c'est vrai que transparence, c'est un challenge compliqué pour l'entreprise. Il y a des vraies raisons de ne pas être transparent. Voilà, il y a des vraies raisons d'entreprise de ne pas donner de pas faire rentrer les gens dans la R&D, dans les réunions de dialogue social, etc. Il y a même il y a des lois pour ça. Donc c'est toujours compliqué, mais en tout cas les jeunes, eux, on leur parle de transparence, ils disent oui. Vous voyez, 34% des jeunes sont d'accord, 66% tout à fait d'accord, les 2/3 tout à fait d'accord, c'est qu'on n'est pas sur un ventre mou. Voilà. Peut-être de passer un peu de temps sur le sujet de transparence qui est clé, parce que ça s'applique à la marque Total, à son expression consommateur, son expression corporate, mais aussi évidemment son expression employeur. Le plus difficile au fond, c'est d'être transparent ou vécu comme transparent, mais en même temps d'être attractif. Et cet équilibre juste entre... Enfin, quand même que je donne envie d'interagir avec ma marque, de l'acheter ou de venir rejoindre dans une logique marque employeur mon entreprise. Et en même temps, quand même, il faut que je valorise ça le mieux possible. Et cette frontière-là, elle est évidemment très complexe à trouver. Le deuxième élément, c'est que transparence, c'est pas juste la journée porte ouverte pour venir ou expliquer les process de production. C'est effectivement cette notion de faire percevoir qu'il y a une forme on dit la vérité, qu'on parle de ce qu'on fait, enfin qu'on montre ce qu'on fait et qu'on ne parle pas simplement ce qu'on fait. Et ça, c'est compliqué pour certaines cultures d'entreprise. Il y a du légal, il y a du réglementaire, mais il y a aussi tout simplement des cultures d'entreprise où globalement, on ne dit pas forcément beaucoup les choses à l'interne et encore moins à l'externe. Donc ça pose des challenges évidemment extrêmement compliqués pour l'entreprise. Ou par pudeur. Moi, j'ai beaucoup d'entreprises qui nous disent non mais nous on a une culture on vit bien caché. Et ce qui est intéressant comme valeur parce que ça dit on n'est pas show off. Et en même temps qu'est-ce qu'on raconte. Mais nous on est assez persuadés que t'en parlais un peu, mais une marque, notamment employeur mais pas seulement, qui s'assume comme imparfaite, ou en tout cas qui reconnaît qu'elle n'est pas parfaite sur tout, qu'elle travaille sur un certain nombre, il y a des façons de valoriser ça, qu'elle travaille sur un certain nombre de sujets, qu'elle n'est pas nécessairement pour tout le monde, qu'elle fait des choix, on peut le dire aussi, je crois qu'aujourd'hui les marques, elles doivent faire des choix, s'impliquer, avoir des points de vue, ça nous semble assez intéressant pour créer de l'adhésion. C'est la même chose dans le travail d'ailleurs, c'est d'ailleurs la même chose dans le monde du travail, parce qu'aujourd'hui on parle de management de l'échec aussi, et en réalité aujourd'hui on valorise, alors c'était déjà vrai chez nos amis américains depuis un certain temps, mais aujourd'hui, c'est vrai que les générations Z, y compris en France, sont très sensibles à cette idée de, fail fast, on va dire. Pardon, c'est un peu start-upper, mais c'est quand même assez vrai. Et donc aujourd'hui, on a le droit de se tromper, on a le droit de se montrer vulnérable, on a le droit de se montrer en work in progress, en fait. L'idée du WIP, qui est assez forte aussi pour reprendre un acronyme. Puis il y a une autre façon de le dire, c'est un peu l'obligation de no BS, no bullshit. Qu'on voit bien quand même, à la fois sur les consommateurs, les candidats, mais aussi les collaborateurs, qui ont une forme quand même de défiance sur les discours et qui se disent non, moi je veux qu'on me dise les choses telles qu'elles sont. L'exemple de la campagne qui a très bien fonctionné auprès des jeunes de la SNCF. Donc pour montrer un exemple, nous ne sommes pas carrés, nous sommes hexagonales. On est parfois en retard, on n'est pas retardataire, on n'est pas carré, on est hexagonal. Quand même, avec tout ça dit par Gaël Faye, c'était assez... Gaël Faye, en plus, la faille. Engageant. Mais il faut un vrai courage pour être capable de faire ça. Là, autant dire que dans une boîte d'ingénieurs, pour arriver à dire on n'est pas carré, on est hexagonal, il faut y aller. En termes de persuasion, mais la DIRCOM est très persuasive, donc tout va bien. Donc l'engagement, évidemment, une communication efficace, c'est une marque, c'est un discours engagé, engageant. On en a parlé au début, là c'est la même chose, il n'y a pas de... ensuite, les composantes de l'engagement, pour y revenir, quelles devraient être les composantes de l'engagement. Nous, on le voit dans l'ensemble de l'étude qu'on a menée là, que c'est plutôt un engagement de proximité. C'est-à-dire que les jeunes, ils veulent que tous les soirs, quand ils rentrent, ils veulent que l'entreprise leur démontre qu'en effet, c'est pas un bullshit job et qu'il y a une forme d'utilité. Donc moi, je parle souvent d'utilité sociale plutôt que de RSE. C'est la RSE rapportée à mon périmètre du quotidien, on va dire ça comme ça. Et donc que l'entreprise peut leur démontrer que soit dans la marque employeur, soit d'une manière générale, c'est une marque qui a une utilité publique ou des utilités. C'est
un peu plus performant que d'essayer de leur démontrer qu'il y a un impact sur le monde, la fin du monde, etc. Oui, et engageante, c'est pas engagé aussi. Ça comporte le fait d'être engagé, mais c'est aussi tout simplement de me donner voix au chapitre, quoi. C'est-à-dire, en fait, implique-moi dans ton truc. Donc, si ça recouvre aussi ça, on le verra dans certains cas. Ce que l'étude a montré aussi là, dans la partie marque employeur, c'est qu'en gros, on devait finalement réembaucher, reséduire à peu près tous les jours le jeune. Le collaborateur est moi j'ai comme méthode de dire, est un candidat permanent, d'une certaine manière. Je dis souvent. Inspirante sur les réussites de l'entreprise, donc ça aussi, vous voyez, on est sur des scores très hauts, 88%, toujours pareil avec les 2/3. Dans une étude, au-delà de, il faut toujours faire attention aux agrégats, donc quand on dit 80%, il faut toujours un peu descendre en dessous en regardant les tout à fait, et là on est sur des tout à fait très très importants, donc en effet on est sur une note pondérée forte, donc en effet inspirante. Donc là, vraiment cette question de ne pas simplement considérer le discours comme uniquement pragmatique, très terre à terre, mais avoir une capacité justement d'inspiration, c'est un élément majeur aussi de la communication. Voilà. Créative originale, donc on en revient, donc ça c'est aussi, 89% sont d'accord avec ça. C'est tout le sujet dont on parlait, c'est-à-dire une communication qui, on va le voir, doit être prouvée, doit être fact-checkable, si j'ose dire, et en même temps, une communication qui doit conserver cette dimension de désir, d'attractivité. Et moi, je prends toujours cet exemple quand on parle de fact-checker, j'ai toujours, est-ce que je vais fact-checker quand je vois des marmottes mettre des plaquettes de chocolat dans les papiers? Est-ce que je fact-check ou est-ce que je dis, non, je fact-check pas, savoir si les marmottes... Par ailleurs, la preuve n'est pas forcément rasoir, donc c'est ça qui est la bonne nouvelle, c'est qu'on peut trouver de la créativité dans la preuve. Il y a toujours cette phrase, la publicité, c'est un mensonge qui dit toujours la vérité ou une vérité qui dit toujours un mensonge. Mais c'est vrai que c'est un vrai... en tout cas, il y a quand même cette volonté quand même de créativité. En tout cas, c'est pas la communication de preuve doit pas forcément être terne, chiante, si vous me permettez l'expression, et monocolore. En tout cas, pas pour la jeune génération. Les opportunités de croissance, donc ça aussi, c'est un élément intéressant. Moi, c'est aussi ma casquette où je donne pas mal de cours, je suis un pied dans le monde académique. J'entends les jeunes qui ont envie de s'engager pour des marques qui leur démontrent qu'elles sont du côté de la solution. Et ils peuvent même être OK pour absoudre une entreprise ou une marque qui a été du côté du problème, si l'entreprise arrive à leur démontrer qu'elle est maintenant du côté de la solution. On verra, pas juste en blabla, il va falloir prouver, mais donc cette notion d'opportunité, de croissance et de croissance positive, de croissance différente, de croissance en effet plus inclusive, de croissance plus partagée, de partage de la valeur aussi, etc. Voilà. Mais en tout cas, on peut, donc il y a en effet, nous dans les études on le voit, il y a une petite frange qui est vraiment très dans la cancel culture pour lequel tu as dit un truc un jour, c'est fini, tu prends perpète. Mais on a quand même la majorité des jeunes sont dans cette capacité de se dire, ok, qui me propose un monde de solutions. Mais ça c'est intéressant, je rebondis à ça, parce que en fait on dit souvent sur l'urgence climatique que le problème c'est le manque de récits positifs, et donc je pense que ça dit ça aussi, c'est-à-dire en fait c'est une entreprise, une marque qui me donne à voir du positif, des opportunités dans un monde qui est quand même aujourd'hui particulièrement complexe et particulièrement déprimant, enfin on le voit tous les jours, et donc ça c'est aussi quelque chose je pense assez important. Et bon, avec un point qui est, pour rebondir, mais qui n'est pas dans cette étude, mais que nous on voit beaucoup, qui est souvent le point un peu dur pour les marques par rapport à c'est justement le rapport au temps. C'est-à-dire qu'en fait les marques vont s'inscrire dans un discours, dans un récit un peu moyen-long terme. D'ailleurs, celles qui ont des grandes marques sont inscrites dans les accords de Paris, donc on parle de 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et nous, quand on fait des études auprès aussi des jeunes, ils nous parlent de solutions pour juin prochain, quoi. Et donc c'est parfois ça, les récits, c'est le rapport au temps. C'est-à-dire souvent, on voit même qu'on peut se mettre d'accord sur le point d'arrivée, sauf qu'on ne se met pas d'accord sur le moment du point d'arrivée. Et ça, c'est pas simple pour une marque de ce rapport au temps. Alors l'accessibilité multiplateforme, donc là en effet, on le voit, il y a un vrai enjeu quand même, et ça a des coûts pour les entreprises certes, mais donc cette redondance, moi ce que j'appelle la redondance positive, c'est-à-dire qu'il faut
il faut être accessible sur plusieurs plateformes. Il y a une sorte de halo d'efficacité et qui ne peut pas être mono-outil, mono-plateforme, mono-canal. Donc en effet, on est aussi sur des scores très hauts, donc accessible sur plusieurs plateformes. C'est intéressant, je pense que ça fait écho à la marque Total aussi, c'est-à-dire qu'en fait, tu as ce besoin de cohérence partout en tout point, parce que tout simplement, ton consommateur, il va être candidat, il va être sur un autre support, mais il faut qu'il parle à la même marque, et donc il y a ça, et il y a aussi le slasher, il est aussi compris dans les formats, c'est-à-dire certes le smartphone il est accroché à ma main, mais j'ai plein d'autres outils, et donc il faut que je sois un peu partout. Et on voit une voir par exemple le groupe La Poste qui vient d'arriver sur TikTok avec un certain style, et je pense avec un style approprié, mais voilà, l'avenir nous le dira. Alors le factuel et les preuves, voilà, on voit que 80%, on voit que c'est très haut. Moi c'est ce que j'appelle, chez Occurrence on a un petit mot pour parler de data telling, c'est-à-dire que voilà comment on peut avoir une narration. Il était une fois, mais est-ce qu'on peut arriver à avoir une narration, un récit émaillé de preuves et là encore ne pas être pénible, enfin avoir une capacité d'intérêt et voire même un peu ludique. Il peut y avoir il y a des fun facts, il peut y avoir des fun figures, il peut y avoir des faits aussi intéressants, mais en tout cas la preuve, le chiffre, les datas, c'est un élément, la preuve, c'est un élément important pour les jeunes. Le profil, la personnalisation, ça c'est la personnalisation. Là, peut-être que les outils aussi techniques, type IA, etc., pourront aider à faire ce genre de choses, ou pourront contribuer à augmenter la faisabilité. Mais en effet, on a envie qu'on nous parle de moi, qu'on fasse cet effort. En fait, c'est plutôt considéré comme de la considération. Tu me considères si tu fais cet effort d'arriver à avoir cette finesse de grain pour me parler. C'est une exigence de qualité aussi, parce que, en fait, il faut que ce soit pertinent. C'est la reconnaissance d'une posture d'une entreprise qui considère. L'idéal, c'est la preuve personnalisée. Quand on parle notamment de marque employeur, c'est comment on va sur des fonctions particulières, au-delà d'une promesse d'ensemble, être capable de délivrer le nugget d'information et de raconter la data de façon très spécifique, avec le ton peut-être adapté en fonction de la cible auquel on parle. Donc en effet, tout le sujet des personas, mais même après c'est la taille de vos personas, grosse maille, petite maille, etc. C'est pour ça que je parle de granularité. C'est vrai que c'est tout le sujet de cette granularité, du moment de vie aussi. Le jeune, même entre 18 et 25 ans, il n'est pas pareil, il se passe plein de choses. Il est à l'école, il n'est plus à l'école, il a un job, il est dans telle situation. Donc arriver à lui parler un peu différemment, et en effet sur une tranche d'âge qui est finalement courte en années, mais très, très variée en moment de vie, c'est important. Alors l'innovation, en effet, ça arrive assez bas. Dans le sens, et là c'est vraiment, il nous renvoie, alors ça faisait aussi référence à ce que tu as dit tout à l'heure, mais il nous renvoie à cette notion de gadgetisation. Donc en effet attention juste aux expériences VR, je te mets un casque sur la tête, je fais ceci, etc. Soit en effet c'est pertinent par rapport à tout ce qu'on a dit avant, soit ça va être même rejeté assez fort, et la gadgetisation de la technologie, et c'est intéressant que ça vienne de cette génération-là qui nous renvoie ça. Donc voilà, ça je pense que c'est un point intéressant. Donc c'est intéressant cette étude, ce qui est tout là-haut et ce qui est tout en bas des critères. Là, vous avez la petite liste, donc vous aurez l'élément récap, ce qui permet de voir justement ce qui est en haut et ce qui est en bas. Et on passe quand même d'une note de 17,3 en moyenne à une note de 11,2, donc il y a un vrai stretch, il y a des vrais premiers et des vrais derniers. Donc voilà pour nos jeunes générations les critères d'une com efficace. Quelques éléments peut-être de ça et là-dessus sur le marronnier, c'est ce qu'un marronnier, mais la RSE, dont on a beaucoup dit que c'était aujourd'hui un des items de communication qui devait absolument être traité sur le plan conso corporate, mais aussi marque employeur. Qu'est-ce qu'elle nous dit, l'étude, à cet égard? Dans l'étude, elle nous dit, pour ça que je parlais d'une RSE à taille humaine, une RSE du quotidien. Elle nous dit que l'entreprise, d'abord, pour la première fois dans toute l'étude, les jeunes ne sont pas du tout en rejet de l'entreprise et ce qu'elle incarne. C'est un lieu de réalisation, c'est un lieu de socialisation, c'est un lieu dans lequel on a envie d'être, même plutôt dans des deals nous dit qu'on a plutôt envie d'être dans des grandes entreprises internationales, etc., etc. Donc pas du tout de rejet, pas de rejet de la valeur travail comme on peut entendre, etc. En revanche, en effet, ils nous disent qu'il y a un souci de l'acteur social, l'entreprise comme un acteur social,
Et en premier lieu, c'est cette mission, cet enjeu d'inclusion sociale et économique. Voilà. Un environnement sain, un management sain, une capacité de réalisation, une inclusion. Et c'est plutôt ça, c'est pour ça que je parle encore une fois de RSE du quotidien et d'une sorte de RSE pragmatique versus la RSE très, très globalisante, etc., etc. Il y a la dimension concrète aussi, c'est-à-dire, quand tu dis de proximité, c'est aussi ça, c'est que, en fait, moi je veux voir l'impact là. Oui. Et donc, et d'ailleurs, il y a des jeunes aujourd'hui qui aimeraient finalement que leurs objectifs en tant qu'employés soient corrélés aux engagements RSE de l'entreprise. Mais au fond, il y a un autre paradoxe qu'on n'a pas traité, mais qui est évident, qui est le rapport du collectif et de l'individuel. C'est-à-dire que cette génération-là, elle veut faire partie d'une communauté, d'une collectif, mais elle veut aussi avoir des choses pour elle. Il y a une forme d'individualisation aussi des choses. Et sur la RSE, c'est aussi ce que ça veut dire. Moi, sur la partie environnement peut-être, mais sur la partie le S de RSE, de se dire qu'est-ce que ça veut dire pour moi, est-ce que je peux l'impliquer, qu'est-ce que ça veut dire dans mon environnement de travail immédiat, quoi. Oui, complètement. C'est vraiment ça. Oui, je veux avoir immédiatement la matérialité de la matérialité de cette dimension responsable. Voilà, plutôt fin du mois que fin du monde. Enfin, en tout cas, cette dimension au quotidien, à périmètre court. On revient sur le temps. Ce rapport au temps, je n'ai pas le temps de... Voilà, ne me raconte pas des trucs dans ce que tu fais en 2040, ce sera super. Quoi. Et à ce propos, dans cette étude très riche, on essaie de aussi comprendre les vecteurs d'engagement des collaborateurs, de ces jeunes-là au sein de l'entreprise. Et le premier critère déclaratif, mais bon, c'est intéressant, c'est je veux voir le résultat concret et rapide de mes actions. Donc c'est effectivement cette notion de court terme. Je faisais écho à ça. C'est ça. Alors, le challenge pour toi, Émilie, c'est en 10 minutes de nous partager des exemples de ce que tu as isolé comme étant des bonnes illustrations d'idées, de campagnes, de communication, quel que soit leur format, qui illustrent donc les points qu'on a mentionnés de transparence, d'engagement, de créativité, de concret. Et donc, voilà, 10 minutes pour le faire, et puis ensuite on passera enfin au palmarès. Non, mais je vais sélectionner parce qu'en effet, on a envie de connaître le palmarès, mais donc je ne veux pas vous étourdir de cas. Mais en effet, c'est intéressant, on parlait de concret, c'est intéressant de rendre tous ces chiffres concrets. Et donc, on est allé piocher dans des dispositifs qui nous semblent remarquables lors 2024, ou en tout cas des cas récents, qui illustrent tes points, Assaël. Donc, le premier, on s'en parlait, tu es resté un petit peu assez longuement là-dessus parce que c'est un point lourd, finalement, de l'étude. La transparence, le côté, tu disais no bullshit, Alain, tout à fait, c'est ce qu'on dit aujourd'hui. Le premier truc, le premier mouvement, c'est finalement ces marques ces entreprises qui vont ouvrir leurs coulisses. Et ça, c'est un fait intéressant. On disait, finalement, les jeunes, ils sont anti-pub. Non, en fait, c'est juste que le registre publicitaire se renouvelle et que les sujets publicitaires se renouvellent aussi. Et là, c'est quand même assez marquant. Intermarché, qui finalement, dans sa communication, dans sa publicité, décide de mettre ce qui normalement appartient au back-office. Enfin, je veux dire... ton point d'ailleurs était hyper intéressant. Est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on n'a pas le droit, est-ce que du coup après voilà. Mais Intermarché qui met du coup sur la place publique ses négociations avec finalement ses fournisseurs. Donc il y a un sujet hyper intéressant là-dessus. Apple fait la même chose peu ou prou, alors avec plus de moyens, c'est pas des feuilles à 4, mais vous l'avez sûrement vu, ce film qui était assez édifiant, Mother Nature, donc on en pense ce qu'on veut. Il y a eu aussi des critiques, c'est toujours on est vraiment sur une ligne de crête, puisqu'on l'a vu, finalement c'est une génération très critique et très exigeante et qui cautionne pas le faux pas, mais en réalité c'est quand même un exercice intéressant, puisque Apple décide de mettre dans sa publicité de marque une séance de board avec la mère nature qui demande des comptes. Et là, assez intéressant, tu disais creative data, c'est ça en fait. C'est-à-dire que c'est des choses normalement qui appartiennent au back-office, on ne révèle pas ça et ça devient un sujet hyper intéressant publicitairement. Et ça intéresse tout le monde. Et d'ailleurs, ça devient créatif aussi, parce qu'en fait, c'est rigolo, il se passe des choses, etc. Et donc là, intéressant aussi de voir à quel point les sujets se déplacent. Alors, plus conventionnel, mais intéressant, parce que c'est du B2B. Donc Le Bon Coin qui ouvre ses portes et qui finalement dans des formats très Gen Z, vous voyez le partenariat avec J'ai un peu dans la com par exemple, ça peut être d'autres, mais on pense à des Brut, à des Combini, mais qui permet en fait de vraiment, c'est le truc me raconte pas de crack et avant de venir chez toi je veux vraiment comprendre comment ça marche et voir les coulisses, etc. Et donc c'est exactement ce principe-là. Alors la transparence, le no bullshit, c'est aussi dans la tonalité.
C'est-à-dire que comment je m'adresse à toi, est-ce que je fais de la langue de bois ? Est-ce que je fais des périphrases ? Est-ce que je fais des belles marquises ? Et ben en fait Burger King qui est un peu on en a mis partout là, on a repeint la slide, mais en fait c'est parce que c'est quand même un cas d'école. Burger King le fait très bien. On sait à quel point cette marque est appréciée des Gen Z et par ailleurs ils ont un enjeu business très fort sur ces publics puisque c'est à la fois les consommateurs et puis c'est à la fois les prochains collaborateurs. Et donc là par exemple en matière de recrutement, parce que le recrutement c'est toujours un peu plus ardu normalement et un peu plus flat, chiant potentiellement, mais là on voit à quel point Burger King, non seulement c'est pas flat, c'est pas chiant, mais en plus ça devient finalement le sujet du recrutement, devient le sujet de la marque au total et nourrit complètement la marque. Et là on est en plein dans notre propos marque totale, où on va utiliser le recrutement pour nourrir la marque au global. Et donc vous voyez cette tonalité qui est complètement décalée, décapante, impertinente, et qui finalement, là la dernière campagne, bientôt vous créerez une IA qui fera des Hoopers à votre place, mais en attendant vous avez une option, c'est de venir chez nous. Donc il y a ce truc un peu à la fois aussi d'humilité, on sait très bien que voilà, on n'est pas et donc c'est vraiment pour le coup un cas d'école parce qu'en tonalité ça vient complètement répondre aux besoins, aux attentes de nos jeunes. Un cas beaucoup plus récent là, beaucoup plus récent en tout cas, il vient de tomber celui-là. C'est Apivore, alors c'est cette marque de viande végétale, mais oups, je ne devrais pas dire viande végétale, et donc c'est tout le propos de la campagne, puisque finalement Apivore propose de recruter son prochain Head of Bagarre pour justement aller porter ce point de vue de, en fait, cette décision d'interdire la dénomination, la terminologie viande pour nos produits, c'est insensé. Et donc vous voyez qu'il y a de la créativité à la fois dans le point de départ de la réflexion, dans le fond du message, dans le fait de renommer aussi le poste qui n'existe pas, Head of Bagarre, mais qu'est-ce que ça peut bien être, mais c'est intéressant aussi. Et puis aussi dans le format évidemment qui est très événementialisé, donc là en l'occurrence la gare, mais on a aussi eu de l'affichage un petit peu plus ou moins guérilla marketing. Et puis vous voyez aussi dans la tonalité sur les réseaux sociaux, là c'est sur LinkedIn, que voilà, il y a un vrai combat qui est porté, et puis on va revenir aussi évidemment sur ce point du combat de l'engagement. Et puis finalement être transparent, être no bullshit, c'est aussi, on en a parlé un petit peu, mais c'est aussi assumer ses imperfections. Et le fait par exemple, et ça c'est Ikea qui le dit, qui dit proudly second best, donc en fait j'assume complètement que je passerai toujours derrière les bras d'une maman, et évidemment en réalité. Mais mon produit il est quand même là, et finalement ça fait la blague puisque je me dis mais c'est dingue, Ikea c'est vraiment une marque qui est finalement empreinte d'humilité et qui sait reconnaître que voilà, elle n'est pas toujours à bomber le torse, etc. Donc très efficace. Soit il l'avait fait en son temps pendant un mouvement un peu spécial, le confinement, mais la carte la plus inutile du moment, faut y aller pour le sortir. Toi tu parlais d'hexagonal tout à l'heure, mais pour sortir ça, il faut y aller quand même. Et puis on parlait de Burger King, alors ils sont à nouveau, ils filent ce truc là, mais quand ils sortent leur service de livraison, ils disent nous aussi on oubliera les sauces, donc finalement on n'est pas forcément mieux que nos concurrents, mais on le reconnaît et c'est notre force. Et puis dans un autre registre cosmétique, typologie, qui dit l'essentiel pas plus, pas moins aussi on pourrait dire, mais pas plus, et c'est comme ça que c'est formulé. Et donc c'est intéressant aussi de voir à quel point ce less is more aujourd'hui est payant en termes de posture, en termes de tonalité. Alors le deuxième point, tu parlais de la preuve, évidemment, c'est le critère, c'est un des critères centraux pour les jeunes aujourd'hui pour évaluer la force d'une communication. Donc être engagé, c'est bien et il faut le faire et on va le voir, mais le prouver, c'est encore mieux. Donc là, on a 3 cas. Alors Dove qui dit, ça c'est le statement, let's change beauty. Bah ouais, c'est intéressant, oui, je veux bien adhérer à ça éventuellement, mais prouve-le-moi. Et donc là, vous voyez à quel point cette marque qui est quand même, c'est des pots de crème en rayon de supermarché. Donc à quel point aussi le sujet de Dove se déplace d'un sujet très grande conso, très rayon, finalement à un sujet sociétal. Et donc intéressant aussi en termes de trajectoire. Et puis Dove n'est pas à son premier coup, mais je vais parler du plus récent qui est sur le phénomène Sephora Kids. Donc c'est la génération alpha, la génération d'après qui est touchée, mais et donc ces enfants concrètement qui utilisent des produits cosmétiques et qui se mettent en scène dans cet ego trip sur les réseaux pour montrer, faire des démonstrations de produits. Et Dove en fait qui décide de réagir, et là c'est complètement pertinent, c'est pas du social washing parce que c'est pertinent par rapport au combat de Dove, donc il y a cette colonne vertébrale, on en parlait, et Dove ne se contente pas juste de réagir. Dove propose un programme d'accompagnement, et vous le voyez dans des formats forcément social friendly, avec des experts qui expliquent le propos à la fois aux parents et aux enfants, mais surtout évidemment aux parents qui doivent mettre des limites à leurs enfants.
Alors, j'irai vite. Itch, vous l'avez vu sans doute, celui-ci contre les biais de Midjourney. Moi, je vais vous parler du plus récent. Mais en tout cas, c'est une marque qui aujourd'hui, en tout cas, arrive à planter un positionnement qui est assez fort et surtout assez étayé. Et donc, c'est celui-ci. Je parlais de la santé mentale dans le petit panorama introductif. Aujourd'hui, c'est un vrai sujet pour les jeunes. Et d'ailleurs, c'est un sujet tellement central que dans les choix, dans les décisions d'employeurs, ça compte énormément. Tu parlais de l'environnement de travail qui est central. La santé mentale, c'est un vrai fléau aujourd'hui dans ces générations-là. Et donc, Itch a décidé, en partant de cet insight, de proposer en collaboration avec une fondation, donc c'est assez étayé et pour le coup, c'est les experts du sujet, des débuts de consultation à bord de ces VTC, de ces taxis, avec des psychologues qui deviennent chauffeurs. Alors, on peut dire, oui, bon, c'est un petit peu anecdotique, mais en réalité, l'insight est fort. Il y a une preuve, il y a de l'action. Et c'est surtout un pied dans la porte pour attirer le regard sur ce sujet, parce que parfois, la plupart des jeunes n'osent pas, parce qu'il y a aussi une stigmatisation évidemment très forte de « tu vas chez le psy, t'es fou », etc. Donc, c'est hyper intéressant aussi de voir à quel point c'est à la fois ancré dans l'époque et c'est dans les débats d'aujourd'hui, et puis c'est prouvé aussi par l'action. Alors, engageant à l'écoute et en conversation, c'est plutôt ce versant-là qu'on va développer ici, mais c'est cette idée de comment je fais pour être finalement aller vers les jeunes, utiliser leur codant et leur grammaire et leur support. Et donc, nous, à l'agence, on a fait cette initiative qui nous semble intéressante parce que, en fait, c'est hyper institutionnel, c'est la filière des métiers du bois, donc bon, ça va pas non plus... je veux dire, les foules de Gen Z se déchaînent pas au portillon. Et pourtant, on en a fait un truc un peu pop culture, puisqu'on a proposé ce hashtag Verywood métier. Évidemment, ça fait écho à d'autres programmes. Et on a proposé vraiment d'ouvrir une conversation sur TikTok en vue de recruter les futurs talents de la filière du bois. Vous voyez à quel point un sujet très instit finalement est déplacé dans un registre de pop culture et en conversation avec ses cibles. Et puis, autre opération de McDo, cette fois-ci, on l'aime bien celle-ci parce qu'elle s'appelle Unbranded, donc il y a un sujet évidemment, j'en parlais tout à l'heure, de l'anti-marketing et à quel point t'es brandé, pas brandé, coiffé, décoiffé. Et là, en fait, c'est McDo qui a investi Twitch, alors pour 90% des Gen Z qui sont des gamers, c'est pertinent, et qui dit finalement dans les univers de jeux, il y a plein de produits, des look-alike, de produits iconiques McDo que vous allez retrouver en échange, on vous file des vrais produits McDo. Donc là, assez malin parce que en fait, tu viens réinventer aussi tes codants de marque et tu viens encore plus réaffirmer ton côté iconique dans des univers jeunes. Threads, je vais passer vite, mais bien sûr, on investit les nouvelles plateformes et je veux parler de BeReal, mais Threads en est une aussi. Et donc, finalement, les jeunes courent vers Threads et les marques y vont aussi. Et donc, c'est intéressant aussi de renouveler les registres de narration sur cette plateforme. Et puis, enfin, pour renouveler la narration, il y a aussi évidemment les influenceurs. On l'a vu que c'était aujourd'hui vraiment une pierre angulaire de l'appréciation aussi de la communication des jeunes sur cette idée de prescription des influenceurs. Et donc là, je vais peut-être m'arrêter sur l'opération Entrepreneur du Vivant. Là, pareil, parce que c'est assez ardu a priori. C'est du recrutement pour les métiers de l'agriculture, donc pas franchement hyper sexy. Et en réalité, cette opération qui s'est appuyée sur 6 influenceurs et qui a proposé des vidéos immersives chez des ambassadeurs de la campagne, donc qui sont pour le coup dans des métiers d'agriculture, a cartonné parce que en fait, elle a ouvert le sujet sur des environnements où finalement le ministère de l'Agriculture n'était pas du tout attendu. Et on a des contenus plutôt sexy, ou en tout cas très drôles, comme celui-ci par exemple, qui sont portés, qui sont consommés, qui sont regardés, donc qui attirent le regard sur ces métiers-là. Alors, inspirant, on l'a dit. Pardon, 2-3 minutes, parce qu'on est déjà assez en retard. Ouais, on va prendre un dernier cas sur ça, sur la créativité. Et donc, peut-être ces deux derniers qui seront mon dernier mot, Alain, je te rassure. Là, c'est l'idée finalement du hijacking, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeunes, ils sont à un endroit et ils vont certainement pas aller vers votre marque, donc il faut aller vers eux. Et c'est précisément ce qu'a fait de façon très maligne Banque Alimentaire. Les banques alimentaires, les collectes de produits, ça ne passionne pas les Gen Z. Et donc, ils se sont dit, partant de cet insight, qu'il fallait aller dans les contenus consommés par les Gen Z. Or, les contenus cuisine, food, recettes, ça cartonne chez les Gen Z. Donc, ils y sont allés sur TikTok et ils ont fait un piège. C'est-à-dire qu'en fait, on se dit, ah tiens, c'est une recette, c'est un contenu recette, je regarde.
Et en fait, à la fin, j'ai ce message qui est de dire, en fait, n'oublie pas que pour tes lasagnes, canneloni, bolognaise et chocolat, c'est une recette bizarre au passage, ça serait pas mal de déposer du chocolat la prochaine fois que tu vas faire tes courses, etc. Et donc, intéressant de ce point de vue-là, et dans cette logique un peu de hijacking, on a une autre mécanique qui est celle du partenariat, avec, vous l'avez peut-être croisé, mais le planning familial, donc pareil, hyper instit, etc., qui vient se maquer avec Netflix. C'est le cas de le dire, parce que c'est le sujet du sexe et de la pédagogie sur le sexe, sur les pratiques sexuelles pour les jeunes, et qui va faire la hotline Sex Education au moment de la sortie de la nouvelle série de Sex Education, qui est un programme extrêmement consommé par les Gen Z. Intéressant aussi de ce point de vue-là. Oui, et les partenariats effectivement croissants entre des marques et des acteurs qui sont des médias ou qui va créer des acteurs une force d'émergence. Alors, il y a plein d'autres choses qu'on aurait voulu vous montrer et on en profite pour vous dire qu'on va vous passer le doc, mais qu'on est aussi, Émilie, ses équipes à disposition pour... on pourrait passer beaucoup de temps là-dessus. On avait des exemples de personnalisation, on allait parler un peu plus d'IA, etc. Et de stunts aussi, d'opérations un peu fortes qui peuvent créer de la préférence. La prochaine fois, avec grand plaisir. Alors, le palmarès global, on a relativement peu de temps, mais pour vous dire qui arrive en tête, qui a bien compris les codes, qui a bien analysé cette génération-là. On va voir qu'on a des marques diverses, mais qu'on a évidemment des très grandes marques bien connues qui ressortent du palmarès. Alors vous l'aurez, mais on ne va pas vous le faire depuis 270e position. Ça ferait beaucoup. Mais peut-être rapidement, et pardon si c'est écrit un tout petit peu en petit, jusqu'au 4e, du 20e au 4e, on a une représentation assez large des secteurs économiques. Très large. Donc toujours pareil, grands groupes, mais pas que, puisqu'on voit qu'on a aussi des grandes institutions. Donc il n'y a pas de, je sais pas comment dire, de malédiction, je ne sais pas. Il y a les grandes institutions qui ont développé des approches innovantes, aussi constantes. Il y a une forme de constance aussi. Ça récompense aussi une forme de constance. Il y a évidemment des marques très patrimoniales, voilà, mais voilà, c'est ce que ça dit. L'armée de terre, la Medler, tu parlais la Medler, c'est pour ça que je pensais à des institutions qui sont quand même bien classées, voilà, et qui rivalisent. Je pense avec des budgets moindres, clairement, que d'autres. Donc ça, voilà, c'est pour ça que c'est plutôt une, même si on a une forme de profil grand groupe. Patrimoniaux, etc. On a des exceptions intéressantes. Avec évidemment beaucoup de marques en proximité naturelle, avec ces jeunes-là qui la voient pour certaines assez régulièrement. Et puis des grands classiques, des Décathlon, qu'on accompagne nous notamment, mais qui est une des marques préférées des Français depuis un beau bout de temps. Voilà. Et puis le top 3. Top 3, donc bon, on peut se réjouir qu'il y ait comme 2 marques françaises, c'est déjà 2 groupes français. On voit quand même une prime un peu à une dimension premium, de la constance. Je pense que ces marques-là, elles sont constantes quand même dans leurs approches depuis un certain temps. Et puis en effet de grands groupes, voilà, qui s'imposent, des marques, et alors à l'exception d'LVMH, mais des marques du quotidien en effet. Ouais. Bon, voilà. Oui, Apple étant une marque de luxe, on peut se le dire. Oui, on peut se le dire. Général sans doute. Et sur Apple, je pense que si on reprenait tous les critères qui ont été mentionnés, la transparence, tu l'as évoqué, la créativité, je crois qu'effectivement, on va dire qu'ils sont plutôt bons là-dedans sur leur communication. Mais voilà ce podium qu'on retrouvera aussi sur le podium B2C. Ouais. Alors, palmarès B2B, on va se concentrer sur le top 10. Voilà, avec des vrais... Donc même chose, quand je disais pas de cancel culture, enfin voilà, on peut avoir dans le monde du conseil, du consulting, on peut avoir une crise majeure, très médiatisée, et voilà, pour que les jeunes en tout cas n'en fassent pas un grief énorme. On a un Naval Group, je trouve ça intéressant, dans le contexte actuel, on a un groupe qui est 10e, je trouve une approche, c'est intéressant de le retrouver là, et de voir un acteur là aussi, militaire, voilà, de défense. Et voilà, donc on arrive au top 3, avec des ex-aequo en 1 et en 3. Voilà, probablement tout le paradoxe qu'on évoquait, parce que c'est un autre des paradoxes sur je ne prendrai plus l'avion, voire des positions très fortes sur LinkedIn. Je me souviens d'un jeune qui a même partagé, qui a été très relayé pour le fait qu'il avait obtenu que dans son contrat de travail, on ne puisse pas lui imposer de déplacement en avion, voilà, etc.
Et on a quand même les 2 premiers ex-aequo, et on a Dassault Aviation en 3, on a Airbus en 1. Donc en effet, on est dans tout ce paradoxe-là, et on a une boîte de conseil, de consulting sur le podium aussi. Qui tire son épingle du jeu. Et on a un effet sans doute de conjoncture avec Thales, Dassault Aviation, Dassault Oui, Systèmes. et puis quelque chose que nous disait l'étude aussi, c'est que en tout cas les jeunes diplômés, ils ont envie ils ont aussi probablement encore une fois compris que les grandes entreprises avaient de grands leviers et que donc la solution, si on veut massifier la solution, si on veut accélérer la solution, il faut aller dans des structures qui ont cette capacité de R&D et de transformation. Après, s'ils sont déçus, autant dire qu'ils ne resteront pas, ça c'est certain aussi. Mais là, il faut encore le pari ou donne le crédit que ce sont dans ces entreprises-là qu'on inventera l'avion de demain à hydrogène, qu'on inventera peut-être l'avion de demain qui marchera avec le solaire. Enfin, je pense qu'ils sont dans cette démarche-là. Ouais. Et le défi du quotidien. C'est-à-dire qu'on a aussi vu, notamment les diplômés des grandes écoles, Ingé, etc., qui aussi, ça fait partie de leur sujet de motivation et d'attractivité pour les marques, c'est où est-ce qu'il y a du challenge, technique et du défi, quoi. En fait, ils ont envie, puisque si on parle d'attractivité candidat, d'être un peu là où ça se passe, et d'être sur des industries, des secteurs et dans des entreprises, on se dit je peux avoir un impact, et c'est là que va se jouer. À la fois, ça va être intéressant, puis aussi travailler son employabilité pour le long terme. Le slogan de la raison d'être du GIFAS, le groupement des industries, parce qu'il y a quand même un certain nombre là, c'est créateur de liberté. Je pense qu'ils ont assez bien compris. C'est aussi une dimension de cette jeune génération, cette dimension de se sentir libre et capable d'être libre. Et l'aviation en fait partie. C'était sur le B2B, puis on finit avec le B2C, avec là vraiment on parlait de marques patrimoniales ou de très grandes marques. On a quand même, on coche très bien les cases. Oui, c'est ça, on coche toutes ces cases-là avec des marques françaises. Moi, je suis intéressant quand même qu'on en ait un certain nombre, que ce ne soit pas un palmarès complètement de marques internationales non françaises. Mais voilà, on a du luxe, on a du quotidien, on a du rêve. On parlait de rêve, on a quand même des marques qui ont quand même mis une couche de rêve sur leurs actions. On a du sens. Alors c'est un sens qui peut être... mais voilà, Disney, par exemple, aux États-Unis, prend aussi des positions extrêmement sociétales sur le LGBTQIA+, etc., etc. Donc on a des marques qui peuvent être des marques de rêve et d'engagement. Donc c'est pas... Donc, dans le désordre, Canal, Mercedes, Hermès, Decathlon, Chanel, Disneyland, Google, deux marques de luxe dans le top 10, vraies maisons de luxe. Et de façon générale, on voit quand même une montée de l'attractivité des marques de luxe. On parlait de recrutement, qui sont aujourd'hui dans le top 3 des secteurs les plus intéressants, pas juste pour les écoles de management, mais aussi pour les ingénieurs. C'est lié à une croissance du secteur et c'est lié à des investissements en communication au niveau groupe ou au niveau des marques individuelles, des maisons individuelles de plus en plus forts. Merci Vinted quand même. Pardon ? Merci Vinted, parce que je parlais de la seconde main. Je pense qu'il y a un effet de halo, on parle de marque Total, ça va des deux côtés, c'est-à-dire que je suis consommateur aussi de plus en plus de luxe, du moins Gen Z, parce que j'ai accès de plus en plus à ce luxe, donc je peux me permettre. Paradoxe aussi, parce que ces générations peuvent aussi critiquer complètement. peut-être un retard RSE. Oui, mais par exemple, sur les marques de luxe, le sujet, on voit, c'est le sujet de la durabilité. C'est-à-dire qu'en effet, plusieurs vies d'un même produit, et donc moins jetable. C'est un axe intéressant pour le luxe que certaines maisons sont en train de travailler, mais ça demande des investissements assez importants. Et ça n'empêche pas que même s'ils sont sans doute en retard sur ces sujets-là, il reste des marques extraordinairement attractives. Apple propose aussi le reconditionné, donc mais bien entendu. Et donc le top 3 qui ressemble évidemment, bien sûr. Global, premier Apple, deuxième le LVMH, troisième L'Oréal. Voilà donc ce qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui. Merci à Sahel pour vos super insights. Je finis avec un petit slide pour vous dire que, je l'avais évoqué rapidement, cette étude, c'est une mine d'or. Il y a des insights assez incroyables et on peut travailler avec vous pour aller un peu plus dans le détail, faire des tris, comprendre comment votre marque ou votre entreprise ressort par rapport à ses concurrents
tu disais direct et indirect, comment sa communication est perçue, beaucoup d'éléments aussi sur la dimension employeur de la marque, et on est à votre disposition pour continuer quand vous le souhaitez la conversation. Merci encore une fois infiniment de votre présence en physique et en digital, et à très vite pour un nouvel atelier. Bonne journée. À bientôt. Merci à vous. Merci.